Enregistré, oui. Oui, c'est bon. Je pense que ça commence, ouais. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Parfait. Euh, Sébastien Oliveau, je suis directeur de la MSH Paris-Saclay. Je suis accompagné par Margot Nguyen Nokmin, qui est l'ingénieur, juste à ma gauche, ingénieur plateforme humanité numérique de la MSH Paris-Saclay. Et nous a rejoint ce matin Eya Sarawi, qui sera la nouvelle ingénieure de la plateforme universitaire de données. On va vous reparler de tout ça tout à l'heure. C'est juste Margot et moi qui parlerons ce matin. Eya venant d'arriver, on la laisse s'installer avant d'aller plus loin, mais elle est avec nous dès aujourd'hui. On va vous parler ce matin de l'ouverture des données en SHS et essayer de vous présenter l'écosystème mis en place par les SHS pour les chercheurs en SHS pour accompagner les chercheurs dans la gestion de leurs données. Euh, Premier rappel, la science ouverte, puisque c'est dans ce cadre-là que s'organise cette semaine, qui est une pratique plutôt ancienne en SHS. On n'a pas attendu qu'il y ait un plan national sciences ouvertes pour ouvrir la science en SHS, mais qui s'est structuré récemment. En gros, depuis 2018, premier plan SHS, premier plan national sciences ouvertes, donc le PNSO, renouvelé par un deuxième plan à partir de 2021, dont vous voyez les grandes orientations, c'est-à-dire ouverture des publications, ouverture des données, ouverture des codes sources et transformation des pratiques, on va y revenir, et qui s'est accompagné dès 2022 de l'ouverture du portail Recherche Data Gouv, qui se trouve à l'adresse recherche.data.gouv.fr, qui vise à accompagner l'ensemble des disciplines sur l'ouverture de la science. Alors, on va se concentrer aujourd'hui plus particulièrement sur les SHS, et on va voir comment les SHS, bien avant le plan national sciences ouvertes, se sont organisés pour ouvrir leurs données, leurs publications, leurs codes sources et transformer leurs pratiques. D'un point de vue très institutionnel, et je vais d'abord parler d'institutions pour finir après sur ce que proposent les MSH plus particulièrement et notamment la MSH Paris-Saclay, on va rappeler qu'il existe un certain nombre d'infrastructures nationales qui sont là pour accueillir les chercheurs et les accompagner dans leur démarche dans ces différentes orientations. Alors, première sur ma présentation, le réseau national des MSH. Les MSH datent des années 60 pour la première, la MSH à Paris. Puis, dès les années 90, dès les années 70, on a eu des MSH qui se sont ouvertes. Dans les années 90, on a eu une augmentation du nombre de MSH et une structuration en réseau de ces MSH. Le réseau des MSH voit une première existence à partir de 99-2000 pour aboutir à l'inscription sur la feuille de route nationale des infrastructures de recherche. Donc, on est au niveau de la reconnaissance par le ministère du réseau national des MSH à partir de 2012. Dans le même temps, cette structuration, elle se faisait pour les données quantitatives en SHS autour du réseau Ketley et plus anciennement encore autour des archives des données issues de la statistique publique à partir des années 80, qui prennent la forme, encore une fois, d'une infrastructure nationale à partir de 2008. Dans la continuité de cette structuration, pour les humanités numériques, on a à partir de 2007 une première infrastructure qui s'appelle Adonis, qui est transformée en Humanum, on va y revenir après, à partir de 2013. Et pour l'édition, on a en 2007 la création d'une première unité d'appui qui s'appelle le Cléo et qui se transformera, enfin qui donnera naissance à Open Edition à partir de 2011. Donc on voit que structurellement, dès les années 2010, on a en place les dispositifs pour accompagner les chercheurs dans les différentes dimensions de leurs travaux. Alors, concrètement, ça se décline, ces grandes infrastructures nationales, elles se déclinent plus localement et elles s'incarnent à travers les MSH. Donc, au niveau du réseau national des MSH, on a 22 MSH en France. La MSH Paris-Saclay, c'est la dernière créée, elle date de 2016 seulement, elle aura donc 10 ans l'année prochaine. Et ces MSH, elles visent à coordonner les actions et accompagner les chercheurs au niveau d'un site tout en travaillant de manière coordonnée au niveau national. Progedo a développé des plateformes universitaires de données dès les années 2000 à l'Université de Lille, puis a développé à partir de 2016
enfin, a commencé à vraiment augmenter son nombre de plateformes universitaires de données à partir de 2016 un petit peu partout en France et a installé la première plateforme universitaire de données au sein de l'AMSH Paris-Saclay en 2023. Pas que je me trompe dans les dates. Et on a eu un premier ingénieur qui est parti au bout de quelques mois pour pour d'autres aventures dans une autre structure. Et on accueille depuis aujourd'hui donc Eya Sarawi qui va nous rejoindre pour incarner cette plateforme universitaire de données. Les plateformes universitaires de données, c'est vraiment l'incarnation de l'infrastructure de recherche Progedo au niveau local. Et évidemment, ces plateformes s'articulent avec l'atelier de la donnée Data Saclay, dont Stella est une des représentantes. Dans le même ordre d'idée, on a aussi au sein de la MSH Paris-Saclay une plateforme Humanité numérique qui est donc le relais de l'infrastructure de recherche Humanum, aussi participant au projet Data Saclay. Et on va revenir un petit peu en détail sur sur ces deux plateformes par la suite. L'autre dimension d'ouverture de la recherche qui est pratiquée par la MSH Paris-Saclay, c'est l'appui à l'édition scientifique ouverte à travers un service dédié qui a aujourd'hui 2 éditrices et pour lesquelles on va recruter un troisième poste d'édition dès le mois de janvier-février de l'année prochaine. On est dans ce cadre de service d'appui à la recherche en appui à des revues et à l'édition d'une collection d'ouvrages en accès ouvert. Le tout en lien avec l'infrastructure de recherche Open Edition, évidemment, et acteur du projet de plateforme ouverte pour la publication Paris-Saclay, qui est porté par l'Université Paris-Saclay. Le rôle de la MSH, vous l'avez compris, c'est de coordonner l'action de ces différents services au niveau de l'ensemble du site Paris-Saclay, hein, et de fait de relayer les actions nationales plus localement. Je vais vous présenter maintenant comment ça s'organise au niveau national et international, donc remettre ça dans des perspectives notamment européennes, et puis après on viendra dans la présentation plus détaillée de chacune de ces plateformes. Alors, si on prend la MSH, vous l'avez compris, elle est en lien avec les différentes infrastructures nationales au niveau français, qui elles-mêmes, c'est important à savoir, travaillent dans le cadre de consortiums européens. Donc, Progedo est membre du consortium CESDA, le consortium européen pour les archives de données en sciences sociales. Humanum est membre de trois consortiums européens, Clarine, Daria et Opera. Opera étant un consortium qui est aussi porté par Open Edition. Cet ensemble de consortiums étant regroupé dans ce qu'on appelle le Social Science and Humanities Open Cloud, donc le projet qui s'appelle SHOC, qui lui-même fait partie plus généralement avec d'autres projets du même type de ce qu'on appelle aujourd'hui le European Open Science Cloud, qui est le projet de l'Union européenne de, on va dire, coordination de l'ensemble des recherches qui sont faites au niveau européen, avec cette idée que justement on arrive à relier depuis le local jusqu'à l'Europe l'ensemble des projets qui sont développés. L'image du cloud, c'est vraiment celle de plein de petites gouttes d'eau qui forment des nuages et plein de nuages qui forment un nuage global. Ce n'est pas une organisation top-down, c'est vraiment une organisation qui vient attraper tout ce qui fait localement. Et les MSH sont un des points d'entrée justement pour essayer de valoriser au mieux les données des chercheurs qui sont produites localement pour les emmener jusqu'à une visibilité européenne. Et les plateformes qui sont portées par les MSH, et donc notamment la plateforme Humanité numérique et la plateforme universitaire de données de la MSH Paris-Saclay, vont vous permettre de vous accompagner pour que vos données soient le mieux possible décrites et organisées pour être conservées et diffusées, et donc diffusées à travers ces différents dispositifs à une échelle internationale. Donc voilà pour le cadre très institutionnel de notre action. Ça me paraissait important, c'est d'essayer de faire un peu de pédagogie sur l'organisation d'un dispositif européen qui est souvent vu comme flou, pour ne pas dire nébuleux, mais après tout, des nuages nébuleux, c'est relativement logique, et essayer de vous expliquer comment, en fait, toutes les actions de recherche locale peuvent être reliées
au niveau international et au niveau européen à travers les dispositifs d'accompagnement. Donc, je vais passer la parole euh, dans un premier temps à Margot, et puis après, je reprendrai la parole pour vous parler de la plateforme universitaire de Lyon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, pour reprendre la main, je vais on va dire resserrer le focus à l'échelle locale en présentant la plateforme Humanité numérique de la MSH Paris-Saclay. Il s'agit donc d'une plateforme qui s'inscrit au sein, plus largement du pôle plateforme de la MSH, à côté de la plateforme universitaire de données. Il s'agit d'un dispositif d'ingénierie pour la recherche en sciences humaines et sociales du périmètre saclésien. Et il s'adresse aux chercheurs, chercheuses, aux ingénieurs, mais aussi aux doctorants, doctorantes aux étudiants, étudiantes. La plateforme constitue donc, en ce sens, un dispositif vraiment ressource, favorisant la recherche en humanité numérique, l'utilisation des services d'Humanum et, de façon plus générale, elle encourage les principes FAIRE et les pratiques relatives à la science ouverte, suivant la feuille de route sciences ouvertes et selon ces 8 objectifs prioritaires pour l'ouverture de la science, donc à savoir faire du libre accès la règle pour l'ensemble des publications scientifiques de l'université, promouvoir la fédérisation et l'ouverture des données de la recherche produites au sein de l'université Paris-Saclay, donc contribuer à l'EOSC, dont on parlait à l'instant. Donc, je vais, je vais dire avec un très mauvais accent. Voilà. Merci de m'avoir épargné ça. Ensuite, développer les compétences nécessaires à la science ouverte, récompenser et encourager les pratiques de sciences ouvertes au sein de l'université, encourager l'usage de nouveaux indicateurs bibliométriques dans l'analyse de la production scientifique de l'université, participer à la promotion de l'intégrité scientifique à travers la science ouverte, encourager la science participative dans des projets de recherche de l'université. En ce sens, la plateforme Humanité numérique incarne un relais technique faisant connaître les pratiques, en particulier les bonnes pratiques et les possibilités en matière de données et d'outils numériques, mais aussi aux besoins en orientant vers des interlocuteurs ou infrastructures spécialisées, notamment dans le cadre de sa collaboration avec l'atelier de la donnée DataSaclay. En somme, les principales missions d'une plateforme de ce type sont celle de l'accompagnement des chercheurs et chercheuses en matière de données, ainsi que le développement de la culture numérique en sciences humaines et sociales. Donc, pour cela, la plateforme constitue le relais local de l'infrastructure de recherche Humanum, comme on le disait, elle se veut aussi, par extension, le relais de ces dispositifs d'appui à la recherche et de ces actions coordonnées pour la mutualisation et le décloisonnement des initiatives scientifiques. Donc, plus concrètement, en pratique, Humanum propose de nombreux services aux chercheurs et chercheuses en SHS tout au long du cycle de vie de leurs données. Comme on peut le voir sur ce schéma, en ce qui concerne l'organisation, la collecte, le traitement, la préservation, la publication et la réutilisation. Et donc, toutes ces étapes du cycle de vie de la donnée pour lesquelles la plateforme vous accompagne. Voici d'ailleurs quelques-uns des outils Humanum répertoriés suivant ces étapes. ShareDocs, Humanum Box, Git, etc., Nakala, comme on les connaît, et on peut les retrouver sur le site d'Humanum. Et en tant que relais Humanum, vous pouvez solliciter la plateforme pour chacun de ces services et on
peut mettre à disposition des espaces numériques collaboratifs, voilà, donner les accès à ces outils et fournir un appui, voilà, pour leur prise en main. Concrètement, les activités et les services proposés par la plateforme s'articulent autour donc de la structuration, l'analyse, la valorisation et le stockage des données de la recherche. Heu, hop et donc autant d'outils et de méthodes pour lesquelles la plateforme offre donc un appui, voire un accompagnement personnalisé. Pour ça, vous pouvez directement adresser un mail à l'adresse indiquée sur le site web de la MSH, donc dans l'onglet plateforme humanité numérique, rubrique impact. Voilà. Et donc pour décrire un petit peu plus précisément, hein, enfin, c'est bien entendu pas une liste exhaustive, hein, mais les services donc proposés concernent donc la fouille, l'analyse textuelle, mais aussi donc la notation, l'édition, le formatage du corpus de données, la création et la gestion de bases de données, la visualisation et la modélisation et bien entendu la diffusion, l'archivage pérenne en ligne selon les entrepôts et les standards de description des données en sciences humaines et sociales. Voilà. Hop. Et donc par ailleurs, vous pouvez aussi parcourir le catalogue Adoum des formations doctorales Paris-Saclay, donc renseigné par grands axes et thématiques, puisque en effet, dans le cadre donc de sa mission d'accompagnement, la plateforme, encore une fois, en collaboration avec le réseau de l'Atelier de la donnée Data Saclay, conçoit et anime différentes formations doctorales autour des données de la recherche et des pratiques liées à la science ouverte. Voilà, pour la plateforme j'allais dire plateforme universelle des données, pas encore, mais bientôt. Voilà du côté de donc la plateforme Humanité numérique. Maintenant, je vais vous parler de la plateforme universitaire de données Paris-Saclay. Les plateformes universitaires de données sont des dispositifs, comme je vous l'ai dit, développés par l'infrastructure de recherche Progedo et placés au sein des MSH, qui ont pour objectif donc de développer la culture des données, les données étant entendues dans ce cadre-là comme les données quantitatives en SHS. Elles ont pour but d'abord de populariser, c'est-à-dire faire connaître et faciliter l'accès aux enquêtes et bases de données quantitatives en SHS, notamment à travers le portail de l'infrastructure Progedo, mais plus généralement aussi de faire connaître les grandes enquêtes européennes qui sont menées avec des volets français, donc l'enquête SHARE par exemple, ou l'enquête la European Social Survey ou d'autres enquêtes de cette ampleur. Et plus généralement, elles accompagnent les chercheurs sur la production, la gestion et la diffusion des données en SHS quantitative. Donc, c'est un peu le pendant, si vous voulez, de la plateforme Humanité numérique, avec cette idée que, effectivement, nos ingénieurs sont là pour vous accompagner depuis la création, enfin, depuis le début de votre projet. Si vous savez que vous allez avoir des données à manipuler, vous pouvez rencontrer nos ingénieurs qui vont vous aider sur les contacts à prendre, par exemple sur les questions de RGPD si vous avez des données qui sont personnelles, sur les manières de diffuser vos données à la fin, auxquelles il faut penser en fait dès la création des projets, et éventuellement vous aider sur votre montée en compétences en organisant des formations plus spécifiques pour vous ou vos doctorants si vous êtes encadrant. Les plateformes universitaires de données travaillent en réseau elles aussi. Vous avez là la carte de toutes les plateformes universitaires de données actuellement en fonctionnement en France. Il y a une plateforme universitaire de données qui est en cours de création à Montpellier, qui aura comme particularité de travailler plus spécifiquement sur les données des pays du Sud, notamment, puisqu'elle sera en lien avec l'Institut de recherche pour le développement. On a aussi une plateforme universitaire de données qui est en cours de création à l'Université de Lorraine. Toutes ces PUD ont le même projet, plus ou moins accentué sur un axe ou sur un autre. Donc, vous l'avez compris, accompagnement personnalisé de vos projets. Donc, ça peut commencer par de la recherche de données, vous faire savoir ou vous accompagner sur la découverte de données qui correspondent à vos besoins.
Et là, ça concerne, je pense, un peu tous les projets de recherche en préalable, que vous soyez dans des perspectives quantitatives ou non. Ça peut être du conseil méthodologique et ça peut être de l'aide au traitement, sachant qu'évidemment, on a une ingénieure par plateforme. Il n'est pas possible que ces ingénieurs fassent du traitement pour un projet et enfin pour des projets à proprement parler. On ne peut pas privatiser nos ingénieurs pour faire le traitement, mais elles peuvent vous accompagner sur soit l'interprétation, soit vous orienter vers des formations et des ressources ou des méthodes. Elles ont aussi en charge de la formation, qui peut être soit de la formation sur mesure, c'est ce que j'ai dit, un des enjeux, notamment sur des sites comme celui de l'Université Paris-Saclay, où on a des chercheurs sur Versailles, sur Évry, sur Sceaux, sur le plateau de Saclay, d'organiser des formations qui ne seraient pas disponibles soit au niveau de l'université, soit au niveau des laboratoires, donc des formations qui seraient transversales. Mais si on a 2-3 personnes qui ont les mêmes besoins mais qui ne se connaissent pas, on est capable d'organiser des formations sur mesure et aussi appel aux responsables de cursus. On peut faire des interventions en licence, en master et même en doctorat sur ces questions d'accès aux données et de découverte des données quantitatives. Et puis, par ailleurs, il y a un certain nombre d'organisations d'événements scientifiques gérées par les plateformes universitaires de données. Alors, nous, on redémarre la plateforme, donc pour l'instant, on n'organise pas de séminaire, mais c'est des choses qui pourraient avoir lieu. Et puis, toutes les plateformes universitaires de données, à l'échelle nationale, organisent pendant la 2e semaine de décembre une semaine qui s'appelle la semaine Data SHS, qui a lieu depuis 5 ans maintenant, et qui aura lieu encore la 2e semaine de décembre. On va organiser quelque chose, on va vous tenir au courant. Vous l'avez compris, Elia vient d'arriver, c'est dans un peu plus d'un mois qu'on organise cette semaine, donc ça va être assez léger, mais ce sera aussi en coordination d'une part avec la PUD de Nanterre et les PUD parisiennes, et puis avec Progedo. Donc on va revenir vers vous, on vous tiendra informé de ces dispositifs. Voilà pour un bref aperçu des dispositifs européens, nationaux et locaux de l'accompagnement sur la gestion des données en SHS. Je vous remercie de nous avoir écoutés et on est maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions en espérant que ça ait fait émerger chez vous de nouvelles interrogations. Si. Donc, on a assez de temps pour la question et commentaires, voilà, pour précision aussi. Pas c'était concis, mais voilà, pour plus d'aide. Dans la conversation, je regarde si j'ai des... J'ai une question pour Margot. Qu'est-ce que la Maison des sciences de l'homme Paris-Saclay, qu'est-ce que la Maison sciences de l'homme Paris-Saclay recommande comme outil de retranscription à l'écrit d'entretien audio? Y a-t-il un ou plusieurs outils safe entre guillemets, par exemple non GAFAM pour la recherche? Moi, j'allais dire Whisper. Ouais. Plutôt. Après, c'est pas trop ma spécialité à l'origine, mais oui, plutôt Whisper, de ce que j'ai pu voir au niveau des collègues qui travaillent beaucoup sur les données d'entretien et les retranscriptions donc de l'audio vers l'écrit. Après, oui. Après, je peux compléter. Oui, bien sûr. Humanum, à travers le dispositif ShareDoc, donc, propose une instance Whisper. Donc, en fait, c'est assez simple. Une fois qu'on a découvert le dispositif, il faut vous créer. Donc, il faut aller sur le site d'Humanum, vous créez un HumanID, qui est donc l'identifiant Humanum, demander un accès à l'espace ShareDoc. Mais ça, typiquement, vous pouvez revenir vers Margot, elle vous le redira en détail. Et à partir du moment où vous avez accès à cet espace ShareDoc, vous avez accès, il me semble que c'est Whisper. Et là, vous pouvez donc déposer votre fichier audio et les serveurs d'Humanum vont mouliner vos fichiers audio et vous ressortir une retranscription. Voilà. Et donc là, on est dans un espace qui est souverain, puisque c'est sur les serveurs d'Humanum qui sont au sein de l'IN2P3 à Lyon.
et qui sont de fait complètement en dehors des GAFAM. C'est vraiment un des enjeux de la plateforme Humanité Numérique, c'est de vous accompagner justement pour vous dire où sont les outils, parce que Ouais. les outils sont très nombreux, vous l'avez vu à travers la présentation de Margot. Margot, elle est là pour continuer après, pour vous dire, voilà, pour cet outil-là, voilà par où on passe, et pour cette solution-là, voilà ce qu'on a. Je pense que ça dépend de cas par cas. Ouais. Oui. Et, euh, moi, j'ai trouvé très intéressant cette euh, description locale, mais après aussi cette mise en lien avec d'autres infrastructures au niveau national et européen. Et j'ai une autre question dans le combat de conversation. Bonjour, dans quelle mesure ces deux plateformes répondent aux exigences FAIR et comment cela est-il mesuré? Alors, C'est merci. sur le FAIR, oui, sur le... Alors, merci, c'est une très bonne question. Ça va me permettre de compléter ce qu'on n'a pas dit pendant la présentation. Mm. Évidemment, alors c'est évidemment, mais en même temps, on aurait dû le dire, toutes ces infrastructures sont là justement pour développer les bonnes pratiques. Et ce qu'on entend par bonnes pratiques, c'est notamment ce qu'on appelle aujourd'hui la férisation des données, donc rendre les données faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables, donc faire. Euh, Comment on répond à ces exigences? Ben, ça fait partie du dispositif de base des infrastructures Humanum et Projet d'eau et dans une moindre mesure, enfin, et dans une autre mesure, Open Edition. Donc, comment on y répond? Ben, typiquement, en prenant contact directement dès le départ avec nos ingés qui vont vous dire comment faire, de manière à ce que ces données soient effectivement distribuées, enfin diffusées in fine par projet d'eau ou Humanum selon le type de données. Comment c'est mesuré? Alors ça, c'est une très bonne question parce que la question de la mesure du fer, elle est encore un petit peu compliquée aujourd'hui. Si vous voulez vraiment une mesure du fer, enfin, il y a deux manières d'apprécier le fer, soit une mesure, on va dire, plus qualitative. Est-ce que mes données sont faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables? Et ça, on peut y répondre point par point. Toutes les données déposées à Projet d'eau le sont. Les données déposées sur Nakala le sont aussi. Sur d'autres dispositifs, c'est à discuter au cas par cas. Si vous voulez vraiment mesurer le degré d'ouverture FAIR, il existe des logiciels, dont notamment un logiciel qui s'appelle Fuji quelque chose, je ne l'ai pas en tête ici, mais si vous nous réécrivez, on pourra vous répondre. Ces questions de Oui. mesure du fer, c'est des questions qui m'intéressent beaucoup. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Margot. Pas spécialement. En fait, ce qui me venait en tête, surtout par rapport à cette question, c'est que c'est comment dire, un travail qui se fait, je veux dire, sur le long terme, hein, et il y a des questions qui se posent de façon, comment dire, enfin, qui émergent et tout au long du temps. Ce à quoi je pense surtout là, tout de suite maintenant, c'est dans le cadre des formations, notamment des formations doctorales, hem, comment dire? Qu'on donne, notamment, avec, l'atelier de la donnée. On réfléchit, notamment aux ressources éducatives libres et de plus en plus systématiquement, par exemple, au dépôt, des supports, de formation, ces choses-là et cetera. Il y a des choses, qui, continuent de se mettre en place, hem, avec le temps. Voilà. Voilà. Et dans la conversation, je remercie Alexandra et Ichi d'avoir complété Mmh. nos, nos, nos réponses. C'est effectivement à ça que je pensais. Euh, et, et voilà. Donc, et donc, un point important sur la férisation, hein, plus vous venez tôt, et plus ce sera facile. Oui. Je pense que c'est vraiment un enjeu de contacter nos plateformes le plus tôt possible dans vos projets, quitte à ce qu'on vous dise que vous pouvez faire les choses tout seul et que ça va bien. Mais en tout cas, plus vite on identifie les besoins et plus vite on peut vous accompagner. Venir à la fin quand on a les données toutes prêtes et dire, ben voilà comment on fait, c'est toujours beaucoup plus lourd, beaucoup plus long Oui. Ça, et c'est plus beaucoup plus compliqué. compliqué. Oui, oui. Donc le plus tôt vous venez, le mieux c'est, et ça permet aussi, et ça peut être à mon sens, c'est vraiment dès l'émergence de votre projet, avant un dépôt à l'ANR ou à d'autres sources de financement, prendre contact avec les plateformes, c'est plutôt, enfin, c'est plutôt mieux.
Pour répondre à la question suivante, si tu permets, Stella, Oui, bien sûr, oui, je oui, la premièrement, conversation, oui, comme oui, ça oui, je te oui, laisse bien sûr, oui, tranquille. oui, oui, oui. Très bien, La plateforme Humanum correspond aux données qualitatives et Projedo oui. plutôt aux données quantitatives. Alors oui, je vais même le dire dans l'autre sens. Projedo, c'est les données quantitatives issues en gros d'enquêtes ou et de l'administration. C'est vraiment le cœur de métier de Projedo. Et Humanum, c'est l'accompagnement du tournant numérique des sciences humaines et sociales. Et donc ça prend de façon beaucoup plus large. Mais vous voyez, on a deux ingénieurs qui communiquent très bien entre elles. Donc, de toute façon, quand vous nous contactez, nous, on fera le partage. Et de plus en plus, avec l'émergence des méthodes mixtes et de toute façon des pratiques où on fait les deux, il y a souvent besoin des deux. Et donc, les deux ingés se répartissent le travail. Elles n'ont pas du tout les mêmes spécialités, mais elles savent ce qui correspond à leur domaine et ce qui n'y correspond pas. Oui, c'est au cas par cas. Et puis de toute façon, encore une fois, il me semble que les plateformes, et notamment enfin, la plateforme Humanité Numérique, elle permet aussi voilà, de faire le lien entre les différents acteurs et des collègues et infrastructures spécialisées. Donc, dans le cas où il s'agit de quelque chose de particulier, comment dire que oui, on connaît une solution d'autant plus adaptée. Voilà, ça peut être aussi de la mise en contact et de la réorientation vers d'autres interlocuteurs. D'autres questions, vous pouvez prendre la parole aussi pour ajouter des choses. Ouais, merci pour vos retours. Je n'hésiterai pas à revenir vers vous. Super. Je n'ai pas d'avis sur FairChecker. J'ai un avis général sur tous ces dispositifs de mesure du fer. C'est des interfaces machines uniquement qui mesurent le fer. Donc, elles ont tout un tas de protocoles qui tentent d'évaluer le niveau de fer des données. Donc, c'est toujours à prendre avec des pincettes. C'est à tester sur des jeux de données que vous connaissez déjà. Euh, pour la petite histoire, un outil comme Fuji, moi je l'avais testé quand j'étais à la tête de l'infrastructure Projedo, justement, sur nos jeux de données, et même des jeux de données qui étaient complètement ouverts n'obtenaient pas des scores de 100%. C'est-à-dire que vous avez un score en fait entre 0 et 100% sur le niveau de férisation de vos données. C'est une machine qui interroge les métadonnées de vos données, en fait, et qui voit si ça correspond ou pas à ce qui est demandé. Sauf que, évidemment, enfin, sauf à avoir orienté vos métadonnées pour répondre spécifiquement à l'interrogation de la machine Fuji, vous n'avez aucune chance d'obtenir 100%. Et il y a tout un tas de petites choses qui font que de temps en temps, vos données sont pas faires, même si, enfin, ne sont pas considérées comme 100% faires, même si en fait elles le sont. Et typiquement, sur les données à accès protégé, et sur les données d'enquête, à partir du moment où il y a des données personnelles, on a forcément des données protégées, on ne peut pas obtenir un score de 100%, quand bien même elles sont ouvertes aux chercheurs sous restriction, ce qui en fait les rend faire, c'est-à-dire qu'elles sont faciles à trouver, elles sont effectivement accessibles, mais derrière un mur, et donc elles ressortent avec des scores qui sont moyens. Donc toujours faire attention à ces outils de fair-checking en général qui sont uniquement des outils machines, quoi. Ils sont accessibles derrière un mur, mais parce que c'est une question de Bah, protection des derrière une données. porte, en fait. En Voilà. porte, oui, c'est derrière Voilà, une porte, parce que c'est une question aussi de protection des données. Et en SHS, ces questions-là sont très, très Oui, importantes. oui, données sensibles en SHS, on touche des données sensibles, des données personnelles, donc il demande plus de mesures de protection. Une Alors, question? Oui. très bonne question de comment on fait pour faire des actions concrètes et rapides dans les labos SHS. Ce qu'on vous propose, nous, c'est de venir vous rencontrer dans les labos.
On est très demandeur. Alors, pour rappel ou pour information, sur l'Université Paris-Saclay, on compte environ 1200 chercheurs en SHS. On compte 39 labos. Donc, vous imaginez qu'on a du mal, nous, petite équipe, à communiquer avec tout le monde en même temps. Donc, nous, on est preneurs d'invitations Oui, au cours d'assemblées générales de labos, au cours d'événements particuliers, ou même on peut se déplacer pour organiser des choses. Donc, si sur votre site, vous êtes preneur, ben, en fait, on peut se déplacer jusque chez vous. C'est vraiment un enjeu. Si vous avez envie, vous, de vous déplacer, on a toutes les ressources au sein de la MSH Paris-Saclay qui est hébergée par l'École normale supérieure de Paris-Saclay. Donc, sur le plateau de Saclay, on peut vous accueillir pour des formations chez nous. Ce sera un plaisir aussi de vous recevoir dans nos locaux qui sont très confortables. Mais le mieux, c'est de reprendre contact avec nous et nous, on vous propose des formations, enfin voilà, on fait que du sur-mesure. Donc, dites-nous de quoi vous avez besoin et on peut mettre en place ces questions-là avec différents niveaux. Là, on vous a fait une présentation très rapide en à peine une demi-heure, évidemment, et très générale. On peut à la fois revenir sur les questions éthiques et déontologiques qui se posent sur l'ouverture de la science. Pour moi, c'est des éléments importants. Sur les aspects institutionnels, pour bien dire comment ça se décline et quels sont les relais depuis le local jusqu'à l'Europe, évidemment. Et puis après, rentrer plus concrètement dans les outils, faire des démonstrations, répondre à vos questions sur ces questions-là. On sera très heureux de le faire. de la part de plateforme, il y a le café qui s'organise, une discussion non formelle autour des données de la recherche, des pratiques, et qui permet aussi de... Oui, Margot, voilà. Oui, merci Stella d'en parler. En fait, je n'ai pas rementionné dans la présentation, puisque pour le moment, c'était un peu en veille du fait de la PUD qui était Oui, oui, en veille aussi, voilà. parfaitement. Mais ça va probablement reprendre pour le coup. Donc, comme le disait Stella, les cafés data, euh, c'était donc, il s'agit de rencontres thématiques plutôt informelles, hein, euh, que l'on organisait donc, en coordination enfin, à la fois par la plateforme Humanité numérique et la plateforme universitaire de données, euh, donc de façon transversale et informelle, hein, encore une fois, pour échanger librement et recueillir les besoins. euh, Comment dire? Regarder, les pratiques, enfin voilà, c'était, vraiment pour, faire le lien, à nouveau, entre les différents acteurs du périmètre, les laboratoires, les collègues, donc les cafés à la fois à destination, des chercheurs, chercheuses, mais aussi, des doctorants et doctorantes, qui, dans le cadre de thèse, enfin, rencontrent les mêmes questions ou besoins en matière de données et peuvent mettre en place des bonnes pratiques dès ce moment. Voilà. Et on va essayer de reprendre ces cafés dès début 2025. Pour justement, l'idée, c'est vraiment là de discuter autour des données directement à l'échelon chercheur. Donc, on vous invite, si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner à la newsletter mensuelle de la MSH Paris-Saclay où on annonce tous ces événements-là. Mais vous pouvez aussi revenir, encore une fois, hein, vers nous directement pour voir quand on peut organiser. Parce que, évidemment, si on a une demande de labo qui nous dit, bah, tiens, on voudrait discuter des données existantes, ben, on peut organiser un café aussi. Ça nous pousse à organiser Oui, ces, quand il y en a des besoins, donc des demandes, oui, c'est encore. Mais sinon, aussi, on demande aussi, on y va vers les laboratoires parce on contacte et ensemble, toujours en copie, pas en copie, mais en collaboration avec la maison, on contacte les laboratoires, on y va ensemble, Data Saclay, l'atelier, et avec les pôles plateformes représentants, justement pour d'un premier temps se présenter nos services, parce que
c'est nouveau et la plateforme des universitaires de données, ça fait 1 an qui est lancée et plateforme humanitaire numérique. Donc, ils ne savent pas les chercheurs les services qu'on propose. Donc, on y va. C'est une pratique qu'on contacte et on a fait déjà avec les thèmes. Isabella Paes est là, je l'ai vu dans les participants. Donc, l'année dernière, on a fait une rencontre dans le laboratoire. Dans ce laboratoire, on s'est fait une présentation. Et aussi à la démo, on va organiser un atelier sur Looking for Data, comment trouver des données en lien avec une question de recherche, justement, la plateforme universitaire de données, ça fait partie de cette, comment trouver des données et qui vont servir pour la réutilisation. Pour répondre à la question de Julie Furiga sur Oui. est-ce que la semaine Data SHS sera accessible en visio? Alors, vraisemblablement, oui. D'abord, on va essayer d'hybrider un maximum tous nos événements, puisque on est dans un écosystème local qui est un petit peu complexe du point de vue géographique. Donc, si on veut toucher tout le monde, il faut hybrider. Après, on fera de l'hybridation au maximum. Les semaines Data SHS, au début, elles sont pensées plutôt en présentiel, l'idée étant que les gens puissent se rencontrer. Moi, je crois beaucoup à l'émergence de nouvelles idées grâce aux rencontres, et effectivement, la visio a cet avantage que Versaillais, Amis d'Ivry ou du plateau de Saclay peuvent participer au même événement en même temps en limitant les coûts écologiques et temporels de déplacement. Mais dans le même temps, je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses qui émergent de rencontres plus informelles. Donc, on essaye vraiment d'hybrider tout ce qu'on fait maintenant sur la MSH. Et dans l'hybridation, il y a aussi cette idée de se déplacer sur des sites. Donc, d'être à Versailles, mais dispo en visio, d'être à Ivry, mais dispo en visio, d'être à Sceaux, mais dispo en visio, un maximum. Mais la semaine Data SHS cette année, elle sera en visio parce que de toute façon, elle sera partagée avec Nanterre et avec Projet d'eau national. Effectivement, si en plus vous êtes dans les Outre-mer, oui, ça peut être utile. Je vous renvoie pour la semaine Data SHS, dans ces cas-là, je vous renvoie vers le site de Projet d'eau, projetd'eau.fr, qui normalement, alors, je ne suis plus à la direction de Projet d'eau, mais les années précédentes, on faisait le récap de tout ce qui était organisé et de tout ce qui était disponible en ligne ou pas. Voilà. Ah ben voilà, je ne les ai pas suivis. Merci beaucoup. Comme ça, j'ai le programme de cette année. Ça c'est Bordeaux. Donc il y a normalement dans chaque PUD organise sa semaine Data SHS, et donc on va voir se multiplier les programmes, et normalement ils doivent être centralisés soit au niveau du site web de Projet d'eau, soit au niveau du carnet hypothèse de Projet d'eau. Projet d'eau a un carnet hypothèse justement pour partager les infos de ce type-là. D'autres questions ou ajouter des choses sur les données, ouverture des données en sciences humaines et sociales? On est de toute façon tous disponibles, aussi bien donc les plateformes de la MSH que Stella au niveau de l'atelier de la donnée Data Saclay. Donc n'hésitez pas à nous recontacter après ça. Pour nous, tout est sur le site web de la MSH Paris-Saclay, qu'on va rénover au mois de janvier, mais pour l'instant, vous devriez retrouver assez facilement les plateformes et les contacts. On est en train de mettre à jour l'email de EIA, sera bientôt disponible, et voilà. Je te propose de clore, Stella, Oui, s'il n'y a pas des questions. Merci. Avant de clore, je vous remercie chaleureusement pour cette intervention et présentation des services d'ouverture, d'accompagnement des chercheurs à l'ouverture des données de recherche en sciences humaines et sociales. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci Stella. Merci. Au revoir. Au revoir.